расскажем вам о некоторых событиях последней военной весны. Последней весны войны. Через 3 месяца фашизм будет разгромлен. А сейчас ожесточенные бои идут на Одере, под Будапештом, в Померании. Мы расскажем вам лишь о 17 днях этой весны. Je vais en effet vous parler d'un écrivain culte qui a eu une vie assez brève, puisqu'il est né en 1931 et il est mort en 1993, donc 62 ans. Et cet écrivain a eu une importance très grande dans la mesure où il a écrit plus de 100 livres en quelques 30 ans. 100 livres, alors bon, il était à la fois journaliste, je vais vous raconter un peu sa vie tout à l'heure, bon, je ne la mets pas en avant, je vais mettre en avant plutôt son héros, qui a été un personnage tout à fait, un espion, Max von Sterlitz. Продолжайте, пожалуйста. Существует взаимосвязанность между всеми живущими на Земле и небом, солнцем. Эта взаимосвязанность помогает мне точнее, трезвее оценивать все, что происходит на земле моей Родины. Мне будет интересно очень поговорить с вами на эту тему подробнее. Ну а сейчас, вероятно, мой товарищ позволит вам пойти в камеру, где вы пару дней отдохнете, ну а потом мы с вами вернемся к этому разговору. Можете увезти. Вы тоже свободны, идите. В некоторой степени невменяем. Разве вы не видите? Все ученые, писатели, артисты по-своему невменяемы. Им нужен особый подход. Потому что они живут своей. Qui a commencé sa carrière d'espion dans les années 20. Et donc les livres sont des livres d'histoire. Au fond, c'est l'objectif de Semyonov, c'est de raconter l'histoire de l'Union soviétique. Et donc on commence par les années 20 et on va arriver jusqu'aux années 80. Voilà. Et il est mort en 93. Donc voilà, et il est mort 2 ans après avoir écrit son dernier livre. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la génération du dégel, dans les années 60, ne laissait pas, après celle des années 40, qui était très productive elle-même, mais ne laissait pas apparemment la place pour un auteur culte et un personnage culte, puisqu'il y avait une pléiade d'écrivains très talentueux, Aksionov, Tendriakov, Solzhenitsyn lui-même, qui a été très lu au début, quand il a commencé sa carrière à être publié. Et on n'attendait pas que, je pense, à l'époque, dans ces années 60-70, que émergerait une figure aussi exceptionnelle, aussi singulière que Ulan Liandres, qui était son vrai nom. Et donc je vais vous dire comment il est devenu Semyonov.
Mais ça, c'est déjà une partie de sa biographie. Donc, l'espion Max von Sterlitz, qui va donner ce personnage fantastique. Imaginez que quand le livre est sorti, les enfants jouaient, étaient Stirlitz dans la cour des écoles. On était soit Müller, soit un personnage de la Gestapo, soit Stirlitz. On se tirait dessus, les enfants. Et quand Semyonov, donc à l'époque encore Julien Landrès, s'est marié, on lui a offert une voiture et toutes les voitures de la marque Moskva 400 étaient les voitures de Stirlitz. On disait, Stirlitz est en train de passer, vous le voyez, il est dans... Donc, imaginez l'engouement et l'affection, c'est plus que de l'engouement, c'est une affection profonde pour ce personnage, pour ce héros. Et donc, c'est certainement la figure mythique la plus importante, l'un des héros populaires les plus célèbres de l'histoire du cinéma et de la littérature russe. Alors, donc Semyonov a consacré pas moins de 12 romans à Stirlitz. Donc, sur tout ce qu'il a écrit. Donc, il a écrit plus de 30 romans, et en plus de tous les récits de voyage qu'il a pu faire et des articles qu'il a pu produire dans les divers organes de presse, dans les diverses revues, qui étaient très nombreuses à l'époque. Et donc, il a très vite marqué le terrain littéraire. Et imaginez qu'il a même eu le temps d'écrire une pièce sur Beaumarchais. Il a écrit quelques pièces, mais il a même écrit une pièce sur Beaumarchais. Et donc, je pense que la recette du succès de Stirlitz, c'est la rencontre avec le cinéma. Parce que quelquefois, il écrivait le scénario des romans avant d'écrire le roman. Et ça, c'est probablement le fait, c'est un fait privé, il a épousé la sœur de grands cinéastes qui étaient Mikhalkov et Konchalovsky, les deux frères. Il était leur beau-frère. Et donc, comme il a découvert le monde du cinéma très jeune, il a très bien compris ce que le cinéma pouvait apporter à l'écriture romanesque. Et ça a été un des secrets, je pense, de son succès. Mais pour le moins, on ne peut pas dire que la saga Stirlitz ait eu beaucoup de succès en Occident. Et ça, il y a eu une tentative du Fleuve Noir en 1981, mais qui n'a pas donné de suite, qui n'a pas été très remarquée, qui a été traduite d'ailleurs en Russie par les éditions du Progrès, et le Fleuve Noir a récupéré la traduction. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi, alors qu'on a à ce moment-là les romans de John le Carré, aux mêmes dates pratiquement, 1965 et 1974, les romans de Le Carré. Et donc, ce soit L'espion venu du froid ou ce soit La Taupe. Probablement que le personnage de Stirlitz était d'une part trop éloigné du prototype de l'espion occidental de Ian Fleming, de James Bond, je pense que c'est ça, et qu'il était trop intellectuel. Et puis surtout, il était communiste.
C'est quand même le point essentiel. Et l'époque, Oui, mon non, incise non. va être très courte. C'est très facile de comprendre pourquoi, pour des raisons idéologiques, en particulier déjà dans les années 70, mais a fortiori pendant les années 80, évidemment, ça va être silence total sur cet auteur qui est peut-être le plus connu, le plus considérable des auteurs russes de la période, y compris auteurs populaires. Donc c'est évident pour des raisons idéologiques, quand la France est en train de devenir, comme c'est encore mal porté de dire anticommuniste, tous se disent antitotalitaires. Alors évidemment, c'est un immonde écrivain totalitaire, un abominable stalinien qui ose présenter les choses de manière qu'on n'a pas du tout envie de les entendre, puisqu'à l'époque, on avait surtout envie d'entendre et de découvrir la version, par exemple, ultra-réactionnaire de Solzhenitsyn. Oui, mais enfin, tout Solzhenitsyn n'était pas réactionnaire. Oui, bien sûr, mais c'est la partie la plus réacte qui va être retenue par nos nouveaux philosophes. Oui, mais en Occident. En Occident, absolument. En Occident, oui. Mais cela dit, il y a Calder, John Calder, en Grande-Bretagne, qui est l'éditeur de Samuel Beckett et de grands écrivains occidentaux, qui l'a remarqué et qui va faire une version qui va faire traduire le livre de La Taupe Rouge, c'est-à-dire 17 instants de printemps, qui va immédiatement se vendre comme... Et c'est tout à fait étonnant, ça. C'est étonnant, et il va même vendre le livre aux États-Unis. Et paradoxalement, enfin, je ne sais pas si c'est un tel paradoxe d'ailleurs, le livre va marcher très bien aux États-Unis et en Angleterre. Alors qu'en France, bon, il ne fait pas de bruit, c'est le moins qu'on puisse se dire. Ça évoque des personnages qui à l'époque étaient encore assez connus des Américains, les frères Dulles, etc. Il faut voir ça. Oui, en mais France, enfin... c'est des choses qui ont été complètement occultées. Oui, mais c'est sûr, mais ça on peut le dire des livres suivants, parce que dans La Taupe Rouge, il n'y a pas tellement, dans 17 instants de printemps, les frères Dulles ne sont pas, Alan Dulles n'est pas tellement présent. Je veux dire, non, je crois qu'il y a une curiosité, il y a une ouverture peut-être à ces moments-là, par hasard, peut-être pour de mauvaises raisons, aux États-Unis, en Angleterre, qu'il n'y a pas en France, en tout cas. Et en France, c'est James Bond qui va certainement monopoliser l'attention et les goûts, et ça sera par rapport à lui qu'on définit Stirlitz. Alors, la chose la plus étonnante, c'est que Stirlitz est-il un héros pour toujours? Parce que figurez-vous qu'en 2009, c'est tout récent, il y a une série télévisée de 16 épisodes qui va être consacrée au jeune Issaïev Stirlitz. En 2009, 16 épisodes à la télévision sur Issaïev Stirlitz. Issaïev, c'est le nom de... C'est avant que Stirlitz devienne Stirlitz. Il a été espion en Extrême-Orient sous le nom de Issaïev. Voilà, ça fait partie du personnage, de l'histoire du personnage. Et donc, en 2009, on va tourner une série qui a beaucoup de succès. Et en 2023, c'est-à-dire il y a un projet de film sur Expansia, le livre que je traduis actuellement, qui est la suite de Ordre de survivre. Et donc, vous voyez que c'est ce qui va suivre la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est 46. Voilà. C'est 46. Et il y a 3 volumes, imaginez, 3 volumes consacrés à Expansia, qui sont Stirlitz en Espagne, Stirlitz en Argentine, etc. Pour expliquer ça, il y a, y compris Delga a sorti un livre dernièrement sur l'opération Odessa, etc. En gros, ce à quoi va être mêlé Stirlitz, je ne veux pas déflorer le sujet et il faut que vous découvriez les livres. Donc,
les péripéties vont amener Semyonov à évoquer donc l'exfiltration des nazis à la fin de la guerre. Oui, mais ça, je vais revenir. Hein, voilà, non, mais c'est ce qui explique qu'il est question de l'Espagne, de l'Argentine. Oui. Alors, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a eu des élections présidentielles en 1999 et en 2019. Et la question de l'agence pan-russe d'opinion publique a été celle-ci. Pour quel héros de cinéma voteriez-vous au présidentiel? Et là, la chose est tout à fait étonnante, c'est que Stiglitz, donc on est en 1999, donc quelques années après la chute de l'Union soviétique, et Stiglitz se retrouve numéro 2 après le maréchal Zhukov, et qui est de lui un personnage bien réel. Mais en 2019, Stiglitz reste adoubé par un quart des sondés. C'est-à-dire 50 ans après, il est adoubé par un quart des sondés. Et alors la question est, quelles sont les qualités qui font qu'il est aussi cher au cœur des Russes, en dépit des événements, en dépit des transformations du pays, l'URSS n'est plus là. Eh bien, c'est d'abord le patriotisme, probablement. C'est-à-dire l'URSS est le personnage majeur de l'œuvre de Semyonov. Et c'est le sacrifice de soi, qu'on retrouve maintenant actuellement, on comprend ce que ça veut dire. Ce sont les qualités morales et intellectuelles, ce qui n'a peut-être pas plu en Occident, et la culture, la grande culture de Stiglitz, la probité, le sang-froid, ce courage à toute épreuve de Stiglitz, l'intelligence rompue à la dialectique qui impressionne les chefs nazis, parce que l'intelligence de Stiglitz, on la mesure face à ses interlocuteurs nazis, face à Schellenberg, face à Müller, Schellenberg étant son chef, qui est l'espion numéro 1 des services de l'armée. Pour la vidéo, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore du tout l'œuvre de Semyonov et le contexte, on a peut-être oublié de préciser que Stiglitz est agent double et progressivement infiltré au cœur et au sommet de la hiérarchie de l'appareil nazi. Donc il va fréquenter, il va avoir comme interlocuteur, ce que Monique vous explique, tous les hauts dignitaires de l'appareil nazi. Mais lui-même... Mais il n'est pas agent double, il n'est pas agent double. Enfin, il n'est pas agent double, non, il n'est pas agent double, justement. Absolument pas agent double, il est agent soviétique, et il va jouer un rôle important, historique, dans tous les événements qui vont être racontés, mais il est important de comprendre qu'il est donc en permanence, ses interlocuteurs, les autres personnages de tous ces romans, c'est l'appareil nazi à son plus haut niveau, auquel il est intégré, mais en tant que taupe. Question. Voilà. Et donc, il les impressionne parce qu'il est très créatif et les surprend dans leurs failles. Il y a des aveux de Müller, le terrible Müller, qui dit tout simplement « Mais vous m'étonnez, Stiglitz, vous m'étonnez toujours, vous m'étonnerez toujours. » Et donc, c'est une fascination. Et Müller qui va découvrir que Stiglitz est un espion russe. Voilà, non. Pas raconter. Oui. Non, mais ce même Müller, qui gardera d'ailleurs le secret pour lui, pour l'exploiter. Vous découvrirez pourquoi, comment, c'est assez sûr. Alors, il y a aussi une qualité qui est très appréciée des femmes russes, c'est l'humanité faite de doute et de tolérance et de gentillesse, parce qu'il est très sensible au comportement des femmes, il est toujours prêt à aider, y compris pour des femmes qui ne sont pas très claires dans leur comportement. Parce que les Allemands le mettent dans des situations bien sûr très épineuses, où il doit savoir si la femme qu'on lui confie est un agent double, alors du coup, ou pas. Voilà. Et donc, il a cette humanité,
cet humour aussi, qui est très apprécié des Russes. Et donc, c'est Simenon qui dira « il est humain, voilà tout ». C'est ça d'ailleurs qui le rapproche un peu, selon moi, de Dostoïevski. Simenon? Oui. Non, Semenov. Quelque chose. Semenov. Oui, Semenov, oui. Oui, oui. Il y a une parenté dans la sensibilité, dans l'approche du monde de Dostoïevski, un sens de la psychologie humaine. Oui, alors je sais pas si il est très russe. Il est très russe, voilà. Il Il est très russe, et il est un russe de son époque aussi. Peut-être un détail pour que les gens comprennent un petit peu le contexte, y compris sa réception par le public russe. Si vous avez, ceux d'entre vous qui ont eu l'idée de regarder les adaptations cinéma-télé qui ont eu un succès énorme, vous avez le personnage qu'il incarne, qui à mon avis correspond tout à fait à l'idée qu'on se fait quand on lit les romans, mais qui, il faut le savoir, était une des stars du cinéma russe à l'époque. J'ai oublié son nom. Non, mais c'est l'acteur. Oui, l'acteur. Oui. Vyacheslav Tikhonov. Vyacheslav Tikhonov qui a interprété le prince André de Tolstoï. Dans Guerre épée. C'est ce que je dis souvent aux gens. Malheureusement, le coffret de l'adaptation, formidable d'ailleurs, de la même époque. Comment il s'appelle déjà le réalisateur? J'oublie son nom. Bondarchuk, qui incarne lui-même Bezoukov. L'autre personnage principal est incarné donc par Vyacheslav Tikhonov, qui a sa statue d'ailleurs. Qui était une star considérable, mais qui correspond effectivement, qui est un personnage en plus extrêmement séduisant. C'est une qualité du personnage de Sterlitz, et le comédien qui l'incarne, vraiment, quand on a lu les livres, moi j'avais pas vu les films quand j'ai découvert vos traductions, et d'ailleurs toute l'œuvre de Semenov, et quand je l'ai vu incarné au cinéma, on peut dire que oui, c'est à peu près comme ça qu'on s'imagine Sterlitz. Alors c'est très discuté, parce que certains disent qu'il ressemble trop au personnage qu'on a idéalisé d'une certaine manière, et il y a eu d'autres versions, et d'autres, surtout pour les films suivants, où ce n'est plus Tikhonov qui est le vin, et mais c'est un détail finalement, je suis d'accord avec vous, que le grand succès, toute l'Union soviétique, toutes les républiques ont vu les 17 minutes, les 17 instants de printemps de Semenov. Et c'est lui-même qui a fait le scénario d'ailleurs. Donc, alors la question, c'est, puisque je vous parle des élections, c'est que une partie des qualités de Sterlitz sont attribuées à Poutine. Bien sûr, mais pourquoi? Parce que Poutine, qui a avoué à plusieurs reprises son admiration pour Sterlitz, il a dit, si j'ai fait l'école du KGB, c'est parce que j'étais admiratif de Sterlitz. Sinon, parce qu'il faut dire que Semenov va aussi écrire des biographies tout à fait intéressantes, qui sont celles de tchéquistes très connus de la période léniniste encore, des années 20. Et que pour Semenov, il est sûr que l'organisation La Tchéka, qui va devenir ensuite le KGB, est tout à fait vital a été vital pour l'histoire de l'Union soviétique. Donc il n'y a pas de distance, et Poutine va évidemment s'en servir. Et d'ailleurs, il y a le journal très libéral qui s'appelle Commerçante va titrer en 2000 Sterlitz, notre président. Et voilà, donc mais cette identification qui est utilisée par Poutine
ne va pas être à l'origine du choix de Colette Lambriche à publier les livres. Parce que ce sont des jeunes écrivains qui sont en opposition avec Poutine, qui vont plutôt nous convaincre de l'importance de Semyonov et de Sterlitz. Oui, parce que Poutine, lui, n'est pas du tout communiste, au cas oui, où les mais gens, enfin, bon. auraient un doute sur la question, à l'inverse de l'œuvre et des personnages de... Oui, de alors Semyonov. encore que dans la dernière partie de sa vie, on ne peut pas dire que Semyonov soit devenu le défenseur intrépide de l'Union soviétique et du communisme. C'est quand même une vérité aussi. Les Russes ont connu Semyonov à travers le téléfilm les moments de printemps, là, ou bien est-ce qu'ils ont lu le livre à l'école, ou bien... Le livre circulait beaucoup en librairie, il y a eu des gros tirages. Des dizaines de fois, il a été épuisé, réédité, et le livre, et d'ailleurs certains préfèrent le livre, comme toujours, préfèrent le livre au film, en disant le film est un peu simplificateur, c'est ce qu'on reproche en général à un film. Il faut peut-être préciser que c'est pas du James Bond, on est beaucoup plus proche de John le Carré, à juste titre on l'a comparé à John le Carré, c'est extrêmement élaboré, subtil sur le plan de la description psychologique des personnages, c'est assez élaboré sur le plan littéraire aussi, il faut bien le dire, on est vraiment dans du romanesque, on n'est pas dans bon, je ne vais pas utiliser de termes trop dépréciatifs, enfin dans des polars à 2 balles ou dans du Ian Fleming. Ça n'a absolument rien à bien voir, sûr. avec ça. Il y a des réflexions les philosophiques. romans ont un intérêt, y compris romanesque et littéraire, par eux-mêmes. Oui. Alors, donc, c'est une des raisons. C'est l'art du roman. L'art du roman qui va l'emporter finalement et convaincre un public et des lecteurs qui sont de grands lecteurs à l'époque, en Union soviétique. On lisait énormément et on lisait tous les jeunes écrivains, les Tendrakov, Aksionov, Trifonov. Donc ils avaient un jugement très précis, très sûr sur une œuvre littéraire. Donc ce qu'apporte Semyonov, c'est la révolution dans la traduction du roman d'espionnage. C'est avant lui, le roman d'espionnage n'existait pas, pour ainsi dire, comme genre. Il y avait des romans d'espionnage traduits de divers auteurs occidentaux, en partie. Et donc, mais les formidables intrigues qu'il amène à partir de 1944, les tentatives des chefs nazis dans la description de la guerre sont formidables. Et c'est là un peu l'étonnement, c'est comment a-t-il été le premier à découvrir le potentiel dramatique de la guerre. Donc, comment et pourquoi cet engouement, cet amour même. Et là, je vous tends une perche où je vous pique un effet. Annie Lacroix, dans le message qu'elle a envoyé, a insisté sur ce point. Et moi, dès mes premières lectures, c'est une des choses qui m'ont frappé. C'est la qualité étonnante, la précision de la documentation historique. Alors, on va y venir. C'était voilà, pas ça dont vous vous allez parler. Désolé. Alors, oui, mais il a déjà embrassé des intrigues qui sont formidables. Je pense que elles étaient disponibles pour les autres écrivains. Et il a compris mieux que tout le monde. D'autres ont écrit, il y a Boukov, il y a Bielov qui ont écrit sur la guerre, même Solzhenitsyn a écrit sur la guerre. Mais il a vu le potentiel dramatique de ces personnages et des chefs nazis qui se livrent une guerre sans merci. Müller contre
tantôt contre Bormann, tantôt avec Bormann, Müller contre Kaltenbrunner, Himmler, les relations entre Himmler et Schellenberg, et Goebbels et Bormann, par exemple. Et d'ailleurs, il y a des choses qui sont étonnantes, je ne sais pas si vous l'avez sûrement remarqué, c'est que dans la scène finale du dernier livre, de Ordre de survivre, on voit Bormann qui, Hitler est devant Eva Braun, et il n'arrive pas à prendre le poison. Et Bormann va lui tirer une balle dans la tête. Or ça, je ne sais pas si c'est la vérité historique, mais c'est le côté romanesque. C'est parce qu'au fond, Bormann rêve de faire ça. Alors on ne sait pas si c'est vrai, mais... Faut lire le livre. Il faut lire le livre, voilà. Ça vient, il y a tout un travail de l'auteur. Alors, c'est les derniers jours d'Hitler. C'est les derniers jours d'Hitler, c'est la mort d'Hitler. Il n'est donc pas encore en poche, ordre de survivre. Voilà. Alors, alors, ce sont autant de tous ces chefs nazis, sont autant de scorpions en boîte, comme dit Semyonov. Ils sont tous intelligents, tous calculateurs et prêts à tuer, ça c'est sûr. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de la vie de Semyonov, des étapes de sa vie, et qui est une vie à 100 à l'heure. Hein, parce que quand on meurt en 62 ans et qu'on a écrit, on a laissé un nombre de romans et d'articles et de reportages pareils, il n'arrêtait pas de travailler. Je crois que c'est un homme qui a énormément travaillé. Et il est le fils de Semyon Liandres, qui était le sous-directeur des Izvestia, qui était dirigé par Boukharine. Et donc, comme vous savez, Boukharine, qui a eu un procès et qui a été exécuté en 1938. Et alors, le père est menchevique, et la mère, qui est institutrice, est bolchevique. Voilà, alors ça c'est la situation de famille, politique, très classique aussi. De 1940 à 1945, le père, Liandres, participe à la défense, à la bataille de Moscou, et puis à la prise de Berlin. Et là, il y a un moment très important, c'est 1945, où le jeune Julian Liandres, va à la rencontre de son père à Berlin pour photographier la ville en ruine. Et je pense que ça va être déterminant pour la suite. Parce qu'il a été tellement frappé par ce qu'il a vu que c'est très impressionnant pour lui. Dans le dernier livre, il évoque d'ailleurs son père, enfin le père de Serlitz, et on trouve un peu de ce que vous venez de raconter dans la manière dont il évoque la famille et les problèmes familiaux, le contexte du supposé père du personnage principal. Oui, alors oui, c'est Vladimirov dans le roman. Alors, mais il y a la fiction et la réalité, là, hein, bien sûr. Alors, donc en 1945, et très vite, il fait le choix, il a 15 ans, donc, et il va choisir de faire des études à l'Institut des études orientales. Et il choisit, qu'est-ce qu'il choisit comme langue? Il choisit le farsi, le pashto et le dari. Ce sont les langues d'Afghanistan et du Pakistan. Et là, vous voyez, il faut comprendre que c'est déjà la tendance eurasienne. C'est-à-dire que l'Empire russe, c'est pas simplement, comme on le voit ici, depuis Paris, c'est pas l'Occident qui le fascine. Il parle anglais, il apprendra le français, mais c'est vraiment l'Orient. C'est l'Orient qui... Et ses premiers postes seront de diplomate, seront d'ailleurs en Afghanistan, où il va écrire son premier roman. Et donc, il est l'ami à l'Institut des études orientales de Primakov, qui lui est le futur Premier ministre de Yeltsin, qui lui est en section d'arabe.
Et Tarkovsky, le cinéaste, l'auteur de Solaris, qui est aussi en section d'arabe. Donc ces garçons sont tournés vers l'Orient. Et ça, ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas un détail, parce qu'aujourd'hui, bon, la question de l'eurasisme est vraiment fondamentale. Dans quel monde on veut et quel monde on est prêt à aider et à construire, le nouveau monde. Alors en 52, c'est le grand coup dur de 52, c'est l'arrestation de son père, qui n'a pas été arrêté avec Boukharine donc dans les années 30, mais qui le sera en 1952, accusé d'appartenir à une organisation clandestine juive. Bon, alors évidemment, il est exclu de l'Institut et il va survivre avec des petits boulots et des combats de boxe pour gagner sa vie. Il fera beaucoup de boxe. Et il va multiplier les lettres à Staline. Il n'accepte pas que son père soit victime d'une telle injustice. Donc c'est un vrai bulldozer. Il va écrire à tous les organismes, et là, Primakov, qui est le futur Premier ministre, va témoigner, va dire qu'il était formidable. On avait peur pour lui, parce qu'il n'avait aucune hésitation à écrire. Il écrivait toutes les semaines à Staline pour exiger la libération de son père. À l'époque, il n'avait pas la notoriété... Ben non, il n'avait pas commencé sa carrière encore, voilà, bien sûr. Alors, le 5 mars 1953, mort de Staline, et il obtiendra la libération de son père en 1954. Il retourne, puisqu'il a été exclu de l'Institut, il retourne à l'Institut en 5e année, et il écrit une thèse sur la structure de classe de la société afghane. Ce qui est aussi dans l'air du temps, hein, de l'époque. Donc, il enseigne le pachtou et la civilisation afghane à l'université de Moscou. C'est un orientaliste reconnu et il commence à traduire des contes afghans. Il est l'interprète de Khrouchtchev lors de la visite du Shah d'Iran à Moscou. Et il épouse Katia Mikhalkov en 1955. Alors Mikhalkov, vous connaissez peut-être le nom, Sergueï Mikhalkov, qui est l'auteur de l'hymne soviétique et l'auteur de l'hymne de la Russie. Les deux? Des deux, oui. Et donc, il est le beau-frère de Nikita Mikhalkov et d'Andron Konchalovsky, qui sont des cinéastes majeurs de l'Union soviétique. Alors, je pense que la proximité avec le cinéma va déclencher en lui d'abord un désir irrépressible de faire des films. Il va écrire tous les scénarios de ses romans. Et il écrit quelquefois le scénario, comme je vous le disais, avant d'écrire le roman. Donc il a une vision très active de ses romans, de ses personnages, de l'action. Donc il va... ce qui ne l'empêche pas, dans les romans, comme vous avez pu le voir, qu'il écrit aussi, il y a ce qu'il appelle des méditations, des méditations sur la politique générale, et donc il va y avoir des pauses. Choses à retenir. Des pauses et des choses, oui, voilà, les méditations, et des sujets à méditer, et puis il y a l'action, voilà. Et ça, c'est très cinématographique, quand même. Et c'est ce qu'il apporte, certainement, à l'époque. Donc, il prend en 1958 le pseudonyme littéraire de Semyonov, et il entre en 1960, il devient membre de l'Union des écrivains. Alors, c'est
ses premières nouvelles paraissent dans des revues à grande diffusion, comme Znamia ou Agagnoc. Et ce qui est très frappant, c'est son désir de bouger. C'est un bulldozer. Voilà, vraiment, c'est quelqu'un qui va faire parcourir le monde entier. Je veux dire, il va en Afghanistan, ça sera son premier poste. Ensuite, il partira en Chine, au Japon. Il s'intéresse à Sorg, à tous les espions de l'Union soviétique. Et c'est une vie de grand baroudeur. Il va découvrir l'Atlantique Nord sur un bateau de pêche, imaginez. Mais ses séjours, ensuite il fait des séjours dans les stations du pôle Nord. Il est toujours sur les routes. Il est blessé au Laos, pendant la guerre de Laos. Il couvre la guerre du Vietnam. Et il fait de grands séjours, de longs séjours en Amérique latine et en Asie du Sud. Il fait un journal du Vietnam qui est publié. Mais en même temps, il voyage pour rassembler la documentation des futurs romans. Et ça, évidemment, Dominique le soulignait tout à l'heure, il ne perd pas de vue, il ne perd jamais de vue les romans futurs qu'il va écrire. Il en écrit un par an, pratiquement. Donc, par exemple, il ira en Pologne pour le Major Tourbillon, qui sortira en 1967, et il ira à Berlin pour la Taupe Rouge, pour 17 instants de printemps. Donc, il est barbu, ce qui ne se faisait pas tellement à l'époque. Il porte un anneau à l'oreille, ce qui est aussi très provocateur. Et il parcourt les continents. Il n'arrête pas, pratiquement. Donc, en 1966, le Major Tourbillon, qui est l'histoire de l'opération russe Golos, qui empêcha la traduction, ce sont les espions russes, d'origine ukrainienne d'ailleurs, qui empêchent la destruction de Cracovie. Et ils sont lâchés dans le ciel de la Pologne. Et ils vont se perdre. Bon, c'est des aventures incroyables. Et le personnage qui a survécu jusqu'à il y a peu, il est mort en 2022, s'appelait Botian. Et et Semyonov l'a longuement interviewé, comme il a interviewé tous les gens qui ont participé à cette action Golos. Et Botian est mort à 104 ans. Imaginez, bon, ça vaut la peine d'être espion. Donc, mais alors, ce livre, qui paraît en 1966, Major Tourbillon, va lui valoir l'admiration de Yuri Andropov. C'est ça qui va faire un tournant dans son écriture aussi, qui est le patron du KGB et qui facilite ses voyages à l'étranger et lui ouvre les archives du ministère de l'Intérieur et des secrets de l'URSS, des services secrets de l'URSS. Alors là, il y a... D'où sa documentation absolument impeccable. Mais sa documentation incroyable, étonnante. Alors, mais pourquoi? Alors, on dit que c'est Andropov qui aurait téléphoné. Il a dit « Bonjour, je suis Yuri Andropov. Voilà, comment allez-vous » Eh bien, cette version, c'est un peu légendaire. Parce qu'en fait, c'est Semyonov qui est allé aux archives ouvertes, et on lui a saisi, les fonctionnaires des archives lui ont saisi une partie des archives en sortant des archives. Et il était tellement indigné qu'il a envoyé une lettre à Andropov. Et Andropov on lui a fait lire la lettre, et Andropov a dit « mais c'est pas possible, c'est stupide, etc. » Et c'est comme ça. Donc la réalité, c'est une protestation de Semyonov
qui revendiquait le droit au moins de pouvoir avoir accès aux archives ouvertes. Et dans en tout cas, ça va changer sa méthode de travail parce qu'à partir de là, il va avoir les archives du ministère de l'Intérieur qui sont ouvertes, mais aussi les archives d'Allemagne de l'Est. Il va se rendre en Allemagne de l'Est pour écrire la Taupe rouge. Et donc, il a tout à partir de là, ce qui lui vaudra quand même des inimitiés. Parce que ça éveille la jalousie, bien sûr. Ça éveille la jalousie. Ses collègues pensent qu'il est vendu. En Occident, vous pensez, c'est 69. Hein? Ça explique peut-être aussi qu'il n'ait pas eu de succès, que les éditeurs en Occident et un peu... À propos de ça, je voudrais faire juste une très brève incise, on en reparlera sans doute plus tard. Dans les courriers qu'on a échangés avant de préparer cette soirée, j'ai évoqué Monique, je viens de terminer donc le dernier paru, donc, oui. Qui évoque les dernières heures, les derniers jours de Hitler, le bunker, tout ce qui se passe autour, avant, etc. Et je lui ai dit que j'étais très amusé de m'apercevoir que tout est raconté, y compris parfois avec des aspects un peu romanesques, mais il y a un fond historique absolument étonnant, y compris sur les services américains qui sont longuement évoqués, la carrière d'un Donovan, enfin avant la CIA, l'OSS, enfin tous les gens qui vont intervenir. On voit que les services russes étaient en tout cas à l'époque d'Andropov, étaient très très bien documentés, y compris sur ce qui se passait aux États-Unis et dans l'entourage de Roosevelt, mais surtout il révèle toute une série, enfin il raconte dans le fil de l'histoire, de manière romanesque mais rigoureusement authentique, il donne toute une série de détails, de documents, de dialogues, de confrontations, d'épisodes qui ont émaillé les derniers jours d'Hitler dans le bunker. Et j'ai découvert qu'il y a quelques mois, l'inénarrable Jean Lopez avait participé à un documentaire où il présentait toute une série de choses comme absolument exclusives et des nouveautés qui étaient complètement inédites, que personne ne connaissait, qu'on devait à la découverte par je ne sais quel rouletabille militaire français qui avait gardé ça dans sa cave. Il raconte ça de manière en plus complètement grand guignolesque. Or, tout ça est en détail, mais en détail autrement plus fourni que ce que vont nous fournir Lopez et tous les guignols ultra-réactionnaires et anticommunistes qui prétendent nous raconter l'histoire de la Wehrmacht, de la Deuxième Guerre mondiale, vue du point de vue des Russes y compris. Eh bien, tout ça a été publié dans des ouvrages très grand public 50 ans plus tôt en Russie. C'est pour vous dire le rejet du public et l'abrutissement qui caractérise dès cette époque, parce que je la date de cette époque, la fin des années 70, l'arrivée des nouveaux philosophes, l'exception culturelle française, dont un satirique, un auteur, un journaliste anglo-saxon, j'ai oublié si c'était le New York Times ou autre, décrivait cette exception culturelle française, à juste titre, comme le fait que c'était le seul pays où un type comme BHL pouvait passer comme philosophe. Oui. Mais on pourrait dire la même chose des prétendus historiens qui vont lui succéder et de beaucoup d'autres intellectuels. Voilà, alors il découvre 50 ans après ce que tout le monde sait en Union soviétique, en Russie aujourd'hui, y compris les lecteurs de l'équivalent d'un mélange de noms, Jack London, comme on vous l'a décrit, ou Ian Fleming, russe. Ça donne la mesure à la fois du travail énorme que fournissait, de la masse d'informations que vous allez trouver quand vous allez lire, j'espère nombreux, les ouvrages déjà disponibles et les prochains de Semyonov, traduits par Monique, mais vous allez voir comment, on va peut-être en parler assez rapidement parce que le temps file. L'ouvrage c'est le dernier d'actualité, tous sont d'actualité, mais en particulier l'opération Barbarossa. Il faudra peut-être qu'on en dise un petit mot. Alors voilà, mais ce que je voulais juste vous dire avant, vous avez bien compris qu'il utilisait ses voyages à la fois pour se documenter et à la fois pour découvrir.
Il y a cette double... Et pour être toujours en contact avec d'autres cultures. Et il y a une soif chez Semyonov, quand il est au Laos ou au Vietnam, etc., de comprendre. Mais en même temps, quand il est en Espagne, il écrit la variante espagnole. C'est-à-dire Stirlitz en Espagne en 1938, pendant la guerre d'Espagne. Et il rencontre aussi un chouchou de Hitler, c'est Otto Skorzeny. Là, vous nous mettez en haleine, là. On attend, j'espère que vous allez bientôt nous traduire ça. Oui, alors oui, mais c'est quand même... voilà, le problème, vous avez quand même, vous pointez un problème, c'est que les livres n'arrivent pas dans l'ordre. C'est-à-dire, il n'y a pas eu les années 20 d'abord, et puis non, par exemple, les diamants pour la dictature du prolétariat, ou une bombe pour le président, c'est 1970. C'est-à-dire bien après. Ça évoque les années... la guerre un des civile. Personnages, c'est Lénine. Et c'est dans l'époque de la NEP. Voilà, c'est la NEP. Et donc, il y a une alternance et on se demande comment ce diable d'homme arrive à gérer tout ça. Parce qu'une œuvre avec les films, quelquefois le film précède le roman, quelquefois il suit le roman tout ça se bouscule. Et se bouscule et donne une œuvre incroyable. Donc il va voyager aussi au Japon et aux États-Unis. Et en 1985, là je raccourcis un peu, il écrit la série Expansia, hein, c'est-à-dire ce qu'on va publier l'année prochaine. Qui est la suite de Stirlitz en 1946 et l'entrée dans la guerre froide avec les frères Dallas et puis tout ce qui se manigance dans le dos des soviétiques. Alors de 75 à 89, il va rencontrer tous les écrivains du monde entier. Il rencontre même un des frères Kennedy. Et il fonde le journal en 89 au moment sous Gorbatchev. Il fonde Top Secret. Il publie un roman d'espionnage qui s'appelle Le secret de l'avenue Kutuzov. Et il a un accident vasculaire cérébral en 1990 et il meurt le 15 septembre 1993 à l'hôpital du Kremlin. Voilà. Alors, je vais poser une ou deux questions, après je laisse la parole. Non, mais je vais peut-être vous demander. Excusez-moi. Non, je croyais que vous aviez terminé. Non, si vous permettez, je vais vous parler un peu des romans. Parce que, bien sûr, voilà. Oui, voilà, les romans. Alors, mais ça, c'est sa vie. C'est sa vie de baroudeur, de type extraordinaire, enfin, parce qu'il y a une énergie... à nul autre pareil, et un sens du roman qui vient très tôt dans sa vie, très tôt, puisque finalement, avec son premier séjour en Afghanistan, où il écrit un livre sur... sur la vie des diplomates en Afghanistan. Il a compris ce qui était important, ce qu'il fallait transmettre. Il y a une clarté, une ligne dans sa production littéraire qui est incroyablement claire. Alors, mais la question, c'est celle de la succession des livres, parce que tout ça se chevauche. Par exemple, les romans de la guerre civile, au fond, il fait l'histoire des guerres et de l'Union soviétique. C'est son obsession. Son obsession, c'est l'Union soviétique.
Donc, il a très bien compris que la guerre civile et la Grande Guerre patriotique ont pour moteur la détermination de l'Occident à tordre le cou à la jeune République des Soviets. Voilà, c'est qu'il a très bien compris. Donc, il va commencer par écrire la saga de la Russie des années 20. Et c'est une chose tout à fait, pour nous, même pour moi qui ai fait des études de russe, je n'ai jamais entendu parler de la guerre civile en Extrême-Orient. Ce n'est pas enseigné dans le cursus des études de russe, des futurs spécialistes de russe. Donc c'est une découverte pour nous tous. C'est la guerre civile en Extrême-Orient où Isaïev, futur Stirlitz, fait ses premiers pas dans la Tchéka. Alors, au passage, il écrit 2 biographies de Dzerzhinsky et Ordenokidze. Ça, c'est tout à fait intéressant, qui étaient des chefs de la Tchéka sous Lénine. Et il en dit le plus grand bien. Donc, quel que soit la vie, imaginez ce qu'a vécu quand même ce jeune Semyonov, qui avec son père dans les prisons de Staline, qui était au Goulag, et puis, mais ça ne dévie pas sa manière de voir. Il a une ligne très objective et très, très sûre alors, il va enchaîner sur les diamants pour la dictature du prolétariat, que vous allez trouver. Ça, nous l'avons appelé des diamants pour le prolétariat, qui sort en 71, qui est un formidable tourbillon d'aventure, un thriller palpitant. Il y a quand même beaucoup d'aspects, excusez-moi, dans ce livre-là, qui vont surprendre le lecteur français. Entre autres, d'abord parce qu'il évoque des choses qui sont absolument jamais racontées. Puisque beaucoup des événements, qui ont un fond historique absolument certain, évoquent y compris les immigrés de l'époque, les Russes blancs, dans les pays baltes. Ça se passe à Tallinn. Ça se passe à Tallinn, dans une grande partie. Et c'est une peinture en même temps des bas-fonds de Moscou. Ouais. Aussi. C'est les bas-fonds de Moscou. Lénine vient de créer le fonds des métaux précieux au sein du Trésor d'État et immédiatement c'est contaminé par la pègre. C'est quand même étonnant. On a très peu de romans soviétiques qui décrivent ces phénomènes. Et en même temps, il y a la main corruptrice des joailliers français et anglais, le Chaumet de la place... la Vendôme, toute une série de personnages absolument historiques, authentiques, qui sont... Alors, le comte Vorontsov, qui est un personnage fictif, qui est le chef, qui est le voyou, finalement, le voyou du roman, mais qui est sympathique en même temps, et pour lequel Semyonov a de la sympathie, parce qu'il c'est un sincère, un pur, d'une certaine manière, qui est le chef des Blancs. C'est le chef des Blancs. Diamant pour le prolétariat, c'est la NEP. Alors je précise aussi que ça donne, pour les raisons qu'ils viennent d'évoquer, on évoque la pègre, les bas-fonds de Moscou. À l'époque, on évoque ce qui se passe, les émigrés qui vont se planquer à Tallinn, dans les pays baltes, etc. Ça nous rappelle pas mal de choses. Ça permet d'éclairer un certain nombre de choses dans l'actualité aujourd'hui. Mais surtout, ça permet... Je ne veux pas déflorer le sujet, il faut lire le livre, donc je ne vais pas développer davantage que Monique, mais pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du bolchevisme, de la construction du communisme dans la future URSS, elle n'existe pas encore à ce moment-là, c'est absolument passionnant parce que ça donne le contexte social, psychologique, en même temps que romanesque, mais très réaliste, des conditions dans lesquelles Lénine, qui est un des personnages du roman, entre parenthèses, dans lesquelles Lénine va être amené à organiser le futur État soviétique, et notamment l'étape de la NEP. Donc ça, c'est très présent aussi dans le livre. Et le fonds des métaux précieux
parce qu'il y a une famine terrible en Russie, et il faut donc récupérer les bijoux de la couronne et des ci-devant des aristocrates qui vont partir partout et vendre leurs bijoux pour certainement une bouchée de pain, parce que c'est le cas aussi. Hein. Et donc il y a trop de... Il y a des bandes organisées qui vont essayer de récupérer ces fonds précieux pour mais avec armes au poing, hein. Ils vont essayer et ça se passe à Moscou. Alors imaginez, donc ça c'est tout à fait inattendu. Alors ensuite il y a il passera en 67 à l'épopée de la Grande Guerre patriotique, dont je ne reviens pas sur le major Tourbillon et le groupe de Golos. Et puis en 69, les 17 instants de printemps, la Taupe rouge, suivi par le feuilleton télévisé qui arrive un an après, hein, qui tient en haleine toute l'Union soviétique. Donc, et là, c'est l'anecdote de Brejnev que je ne peux pas ne pas vous donner. Brejnev découvre le film. Il n'a pas le temps de lire le livre, je suppose. Et il dit, mais il faut le décorer. Ce Stirlitz, il faut le décorer absolument. Et donc il téléphone au service de décoration, de remise des décorations, et on lui dit, mais monsieur le secrétaire général, camarade secrétaire général, c'est pas un héros véritable, c'est un héros fictif. Alors du coup, on a décoré Tikhonov, l'acteur. Ah bon? Oui. Parce que il fallait bien remettre une médaille à quelqu'un. Oui, puis quand même, ça confirme un peu ce que je disais, c'est oui. le sentiment du lecteur préalable du livre, quand oui. on voit, puisque moi j'ai d'abord lu le livre et ensuite vu les images, c'est que Tikhonov correspond tout à fait, à titre personnel, à l'idée que je me faisais du personnage. Oui, alors sûrement, en tout cas, vous avez bien raison. Et donc c'est une décoration méritée. Oui, c'est une décoration méritée, et d'ailleurs, Tikhonov en était très fier. Donc en 1976 paraît la troisième carte, l'opération Barbarossa, et ça c'est une mise en scène tout à fait frappante de l'entrée des troupes allemandes en Ukraine le 22 juin 1941. Tout ce qui prépare. Précédé par les sbires ukrainiens qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis les années 20, qui sont en Allemagne. Les fameux nationalistes. Oui. Porteurs de nos valeurs occidentales. Dont les Bandera, Chourevitch, Minik et les autres. Et le sinistre le bataillon Nartigal, Lohoun, le métropolite de l'église gréco-catholique uniate, donc qui est Sheptytsky, qui... alors c'est intéressant parce que Sheptytsky, on le voit en 1940, on le voit bénir la division SS Galicie en 1943, mais en 2006, plus exactement, en 2006, c'est son neveu qu'on va faire venir exfiltrer du Canada pour prendre le poste de métropolite de l'église ukrainienne. On n'a pas le temps de développer ça. Annie a fait des articles là-dessus, il y en a eu beaucoup. Il y a eu toute une exfiltration de cette pourriture fasciste ukrainienne pendant la guerre froide au Canada. Et qui nous sont revenus dernièrement réimportés opportunément lors des événements que vous connaissez. Oui. Bon, alors Ordre de survivre, qui est le dernier, qui fait suite à Opération Barbarossa,
porte le suspense à son comble, je crois. Parce que là, Oui. c'est Muller a découvert que Stirlitz... Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en dire. Voilà, alors voilà. Et Semyonov en profite pour, dans les informations à méditer, pour présenter ce qui va nous attendre. Oui, alors ces informations méditées, juste un mot pour dire, vous allez voir, ça arrive, ça a l'air d'être un petit peu, c'est hétérogène dans le fil d'un récit qui est donc absolument poignant pour X raisons que vous découvrirez en le lisant. Et vous avez de longues intermèdes qu'il appelle formation à méditer. Vous avez et c'est là qu'on voit que Andropov et le KGB étaient très très bien renseignés sur tout ce qui se passait, y compris aux États-Unis à l'époque, ce qui se passe, y compris les débuts non seulement de la guerre froide, mais de ce qui n'était pas encore la CIA, qui était l'OSS, et de tous les personnages, y compris leur rôle politique, remontant dans le temps, avec une impeccable documentation sur le parcours politique et historique de ces personnages qui vont marquer la guerre froide à venir. Et c'est tout à fait étonnant, y compris un passage tout à fait étonnant sur les circonstances de l'arrivée au pouvoir de Truman. Oui. C'est remarquable. Et quand on lit ça, et qu'on sait que d'où ça vient, c'est-à-dire des archives ouvertes du KGB, déjà à l'époque où Andropov était chef du KGB, mais pas du tout secrétaire général de l'Union soviétique, c'était bien avant. Et ce qui est amusant, c'est donc que vous avez nos soi-disant nouveaux spécialistes, l'exception culturelle française, dont j'ai cité quelques-uns, qui découvrent ça 50 ans après, et paraît-il qu'ils ont exhumé grâce à des travaux incroyables, à peine croyables, et d'ailleurs absolument pas croyables, crédibles, dans des sources secrètes connues d'eux seuls. Oui, voilà. Alors écoutez, ce que j'en peux dire, c'est que la suite, c'est 87-88, ça sera écrit, ça sera donc c'est la série des expansions. Où on va retrouver Stirlitz. Voilà, Stirlitz. Bon, faut pas trop en dire, voilà. puisque vous allez voir que bon. C'est les péripéties de la vie de Stirlitz après la guerre, qui sont très ingrates, très difficiles. On rassure, mais c'est un peu bête, mais bon, Stirlitz va survivre. Oui. Au terme. Et il y a un moment où on se pose vraiment la question. Bon. Oui, parce que il y a une suite. Oui. Voilà, donc, et la suite est prémonitoire de voilà. Il est vrai que c'est le titre du volume, Ordre de survivre. Bon, il obéit aux ordres. Oui. Notamment ceux de Staline. Staline en arrière-plan de beaucoup de ces épisodes, et notamment de celui-là. Oui, et sans aucune... je pense de la part de Semyonov, qui a eu à se plaindre beaucoup de la politique de répression de Staline, il n'y a pas trace, si vous remarquez. Il y a une objectivité historique, c'est ce qui est important. Mais ce qui est tout à fait intéressant, vous disiez tout à l'heure que le KGB la Tchéka était très bien informé, mais Schellenberg, dans ses mémoires, le patron de l'espionnage de l'armée allemande, dit qu'il n'y a pas autour de lui, il n'y a pas de ministère qui ne soit infecté par des agents soviétiques, et en particulier le ministère de l'Air. Or, c'est souvent des personnages qui sont des officiers, vous avez remarqué sûrement, c'est surtout dans... moi, je finis par... À l'époque, le ministère de l'Air, c'est Göring, dans l'Allemagne nazie, qui est potentiellement le successeur, bon, je ne vous en dis pas plus, de Hitler, le successeur désigné. Oui. Et, Gerhard Wagner. Pardon ? Il y avait Gerhard Wagner comme successeur. Oui. Enfin, ça, vous lirez Ordre de survivre, vous allez tout est, enfin, vous l'avez peut-être déjà lu. Donc tout est détaillé là-dedans. Mais pour dire oui, mais ça c'est une tradition. Alors pour les jeunes pour certains d'entre nous, ça va évoquer des souvenirs
un petit peu enfoui, mais pas si lointain, mais pour les jeunes générations, on va leur apprendre qu'il y a eu, entre autres, pendant toute la première partie de la guerre froide, cette tradition de l'infiltration de l'appareil d'État d'Allemagne de l'Ouest, de la République fédérale, par les agents soviétiques. L'affaire Willy Brandt, enfin, il y en a eu tant. Ils étaient très très proches, comme Sterlitz était très proche, puisque le personnage de Sterlitz, Schellenberg, est son supérieur hiérarchique immédiat. Et réel, tout à fait réel. Et c'est un personnage réel et qui a écrit ses mémoires. Et qui est décrit par Semyonov au travers des aventures des Sterlitz. Qui est un homme intelligent. De manière extrêmement, je dirais, objective, subtile, on pourrait presque dire dialectique, et authentique. C'est ça qui est très impressionnant. Oui, oui. Mais vous évoquez surtout l'aspect historique et romancé des livres de Semyonov. Et moi, ce qui a le plus retenu mon attention, c'est son écriture. Et il y a quelquefois, en particulier dans Barbarossa, des pages d'une poésie extraordinaire. Tout d'un coup, c'est dans Barbarossa, il évoque la mort d'un enfant qu'on jette par la fenêtre et qui rebondit comme une petite balle, comme un épi de blé. Mais c'est extraordinaire. Et il y a chez Semyonov ce côté monstre balsacien, et en même temps une poésie d'une délicatesse, une approche on ne peut plus délicate de certains personnages qu'il décrit, et c'est ça qui me fait penser à Dostoïevski, qui me le rend très russe. Une fragilité dans l'écriture, et puis une qualité d'écriture, parce que là on a parlé de l'histoire et du roman, mais la qualité de l'écriture, c'est quelque chose de rare aussi. Hein. Là, il faut remercier Monique Claudian de nous l'avoir restitué comme elle l'a fait. Mais je suis entièrement d'accord avec votre remarque. Mais il y a beaucoup d'images. On est bien dans la littérature. Il y a des images. Moi, je pense que le cinéma, il part dans ces épisodes dans Barbarossa, justement, dans l'occupation de l'Ukraine, dans l'arrivée monstrueuse de ces personnages qui vont tuer, qui vont... Il y a des naïfs aussi qui surgissent, ce garçon qui j'ai oublié son nom, qui va... qui ne sait plus où il est, qui dénonce sans le savoir sa famille. Et ça, il y a un côté très poignant dans tout ça, très poignant. Mais alors, vous parlez de poésie, mais Semyonov a écrit des poèmes. Oui, oui, oui. Et il cite souvent les poètes russes. Il y a un côté surtout tragique russe, oui, qui est frappant dans tous ces romans, avec évidemment l'espèce d'expression exaltée parfois, mais magnifique, et qui passe très bien dans la traduction, qui fait la joie des amateurs de littérature russe depuis toujours, et c'est vraiment un auteur, il est bien russe, jusqu'au bout de sa plume, et il s'inscrit vraiment dans une tradition littéraire plus que c'est classique, très classique. Très classique. Et c'est vrai, il a lu Dostoïevski, mais bon, de là à dire s'il... je n'ai pas vu qu'il évoqua l'influence de Dostoïevski, mais c'est possible. Il est d'une lignée. Oui, il est d'une lignée. Oui, voilà. Voilà, ça va de ce film. Parce qu'il y a aussi du Tolstoï. Il y a du Tolstoï, il y a du Gogol, il y a enfin, il y a même du Pouchkine dans une certaine mesure. Vous évoquiez la poésie. Oui, il y a toute cette tradition de la grande littérature russe qui est vraiment frappante. Alors ça aussi, c'est un aspect évidemment qui doit faire que vous précipitiez tous sur les œuvres déjà traduites de Semyonov. Et qui explique aussi sa durée de vie. Oui, et l'intérêt de sa découverte. Oui, parce que voilà, ce que nous étions avec Colette Lambriche pour l'anniversaire, les 90 ans de l'anniversaire de Semyonov, c'était en octobre 22. Oui.
Oui, ça devait être en 22, oui, oui. Les 90e anniversaire. Et ce qui était sur l'estrade, c'était les jeunes écrivains. Imaginez que nous avons eu des préfaces de Limonov, qui était très reconnaissant à Semyonov parce qu'il l'a beaucoup aidé pour son retour en Russie, alors qu'il n'avait pas le sou. Et il a aidé, et les jeunes comme le jeune Sergueï Chargounov était là, député communiste, enfin, Zakhar Prilepin, oui, qui est celui qui m'a incité à traduire. Ah bon? Ah oui, 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 je l'avais accueilli à la maison, et un jour il est sur l'étagère, il a vu, il m'a dit, mais tu l'as pas traduit encore? Et c'est comme ça que nous avons, Colette a pris la responsabilité parce que c'était quand même, c'était risqué, disons, c'était une aventure risquée. Alors, peut-être y a-t-il des questions dans l'assistance? Non? Allez-y. Oui, moi, j'ai été... Bon, je connais Monique, je ne vais pas lui dire toutes mes félicitations, mais voilà, je connais pas la réception. Je connais pas la réception après les années 70 en URSS. Hein, je connais pas. Je connais celle d'avant et en France, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, à l'époque, il y a deux mémoires qui sont pas vraiment concurrentes, mais qui sont pas exactement les mêmes. L'une, c'est le combat antifasciste contre les nazis, qui a concerné tous les antifascistes du monde entier. Et l'autre, qui n'est pas concurrente, c'est la mémoire du peuple russe qui a lâché 20 millions de morts et qui a souffert comme ça. Et je pense qu'on voit que ces mémoires-là ne vont pas exactement au même rythme. Et je pense que c'est en France qu'il y a eu le truc sur Sorgue d'Yves Champy. Il a dû sortir légèrement avant l'URSS. Hein. Oui. Alors Sorgue, petit-fils de Frédéric Sorgue, copain de Marx, aucun problème, qui est un communiste allemand, mais qui, une fois qu'il est allemand, il préfère la lutte antifasciste à sa nationalité, aucun problème. Donc c'est un... Alors on va commencer à s'intéresser à ça. Il y a Nils Abel, après, qui est un Allemand de la Volga. Alors là, il est soviétique, mais c'est quand même un Allemand de la Volga, qui va se rendre aux Américains en tant que nazi, pour aller espionner sur les armes bactériologiques dans les... Donc ça aussi, on commence à s'intéresser à ces gens-là. Mais je crois que l'idée, l'espionnage, donc c'est encore... enfin bon, l'espionnage c'est bien, mais l'essentiel c'est la lutte du peuple soviétique. Et puis peu à peu, je pense que les soviétiques vont beaucoup s'intéresser à ces choses-là. Et le personnage de Stirlitz, qui alors lui est un personnage de fiction, il a en plus de tout ça l'avantage d'être russe. Alors ça comble le fossé, puisque lui, on peut lui faire confiance, mais je pense qu'il reprend des aspects de Abel, de Sorgue, et de tous ces gens comme ça, et de tout le monde. Voilà. Et après viendront Philby, etc., qui eux sont pas communistes, et qui ont été antifascistes, mais pas communistes. Et Philby, à l'époque, c'est pas encore ça. Et lui, Philby, qui va être le personnage de la taupe, qui va inspirer la taupe de John le Carré. À propos de ce que vous venez de dire, il me vient à l'esprit une chose qui me frappe tout d'un coup, c'est que vous évoquez effectivement l'époque où l'affaire Sorgue, bon, on doit être à peu près de la même génération, je ne sais pas, avait été y compris un grand succès au cinéma français, mais on est en train d'évoquer les années 60. Et j'ai mis en ligne, parce que sans ça elle est invisible, une version complète d'un film qui avait eu, puisque je l'ai vu au cinéma et à la télévision française un nombre incalculable de fois, en pleine guerre froide des années 60, un énorme succès populaire, Normandie-Niemen. Et j'incite les générations actuelles à regarder ça parce que ça leur permettra de comprendre l'état d'abrutissement et de régression de l'opinion française et des intellectuels en regard de, y compris à l'époque du général de Gaulle, qui Dieu sait n'était pas particulièrement pro-communiste, donc en pleine guerre froide, la manière dont on percevait, qui était tout sauf russophobe,
vous pourrez le vérifier en voyant ce film, dont on percevait à la fameuse époque, les 10 années de gaulo-communisme qui avaient insupporté cet innommable connard de Cohn-Bendit, eh bien, comment on connaissait l'histoire réelle et comment s'étaient réellement passées les choses, et quels étaient les rapports qu'on pouvait avoir, quelles que soient les opinions politiques à l'époque, en pleine guerre froide, en regard de la Grande Guerre patriotique pour les Russes, la Deuxième Guerre mondiale et la lutte antifasciste, justement. On savait bien quel était le bon camp. On faisait du campisme à l'époque, et quelles que soient les opinions politiques, il faut voir ça, il faut se rendre compte qu'effectivement, il y avait des films comme L'Affaire Sorgue et pas mal d'autres choses. Il y a eu le succès des ouvrages comme L'Orchestre Rouge, des choses comme ça. Dans la période que nous vivons actuellement, c'est hallucinant de voir à quel point nous sommes tombés, mais vraiment très 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 bas, de crétinisation au-delà même des idéologies et d'abrutissement ignorant. Donc, et c'est là que je voulais en venir, l'intérêt de ce à quoi m'a fait penser votre remarque, c'est le fait que justement, là on est dans les années 60. Normalement, si les livres de Semyonov avaient été publiés à ce moment-là, je suis à peu près certain qu'ils auraient été diffusés largement, connus et appréciés du public français. Le problème, c'est qu'ils arrivent dans les années 70, où là, on est déjà passé à l'ouest. On peut le dire clairement, et on est devenu déjà antitotalitaire. Voilà, c'était... Parce qu'il y a cette espèce de chronologie... C'est 81, lorsque Fleuve Noir publie... Oui, mais lui, il commence à être connu dans les années 70, Semyonov, il publie... Il est connu mais avant, en Russie. Oui, mais dans les années 60, il n'a pas encore ni notoriété. Or, ces ouvrages-là, publiés dans les années 60, vu le contexte, il suffit, je vous dis, de regarder... de voir un film comme L'Affaire Sorgue et pas mal d'autres qui étaient faits à l'époque, ou un film comme Normandie Ménémen, on comprend qu'à cette époque-là, on était tous sauf russophobes, même si on était totalement anticommunistes, comme c'était le cas, y compris du chef de l'État, eh bien, on savait reconnaître la Pravda. Eût-il été écrit et publié à ce moment-là, je pense qu'on n'aurait pas attendu les années 2020 pour découvrir cet auteur formidable, notamment grâce à vous, Monique. Merci. Est-ce qu'on peut dire un mot de Prilepine? Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Prilepine est parti faire la guerre. Oui, et aujourd'hui, comment va faire les choses? Il ne donne pas de nouvelles et son journal en ligne n'est plus nourri parce que c'est juste sa femme doit avoir des nouvelles, mais il est comme exclu qu'on puisse le joindre sur le front. Pour d'évidentes raisons. Pour d'évidentes raisons, voilà. Alors, mais il a écrit la préface de La Taupe Rouge et il est très... C'est vraiment un amour pour Semyonov qui est très, très, très manifeste et très, qui sort du cœur. Enfin, on a l'impression que Semyonov, d'ailleurs, ça a été le cri du cœur quand il a vu. Il m'a convaincu. Vous voyez, avant de m'attaquer à Semyonov, je venais de traduire Limonov. Et il m'a dit, non, mais il faut absolument traduire. Et pour cette génération, il est très important. Semyonov est très important. Là, sauf s'il y a d'autres questions, la rencontre touche à sa fin. Après l'effort, le réconfort va venir dans quelques instants. Je voulais juste évoquer donc, je mettrai les livres à l'écran, le fait que nous consacrerons une rencontre complète à un ouvrage qui est en rapport direct avec ce dont il est question dans l'opération Barbarossa, c'est-à-dire les racines du fascisme euro-ukrainien et l'affaire Schwarzbart Petula, auquel vous avez consacré un livre, mais vous avez aussi consacré un livre justement aux gens dont aux jeunes gens, oui. Jeunes. Donc on pourra faire d'une pierre deux coups,
évoquer des souvenirs qui nous intéressent directement, enfin des choses dont on n'a évidemment pas transmis la mémoire. Je n'entre pas dans les détails. Vous vous renseignerez sur qui était Pétula, les circonstances de sa mort et le procès dont il est question dans le livre. C'est tout à fait édifiant. Ça se passait donc au début des années 30. Non, avant. Même avant, oui, c'est ça. Oui. En 27. En 27, procès, donc peu après l'arrivée du communisme bolchevique, y compris en France. Et vous allez voir, c'est tout à fait édifiant, puisqu'il y a des questions, y compris de l'antisémitisme, des choses comme ça qui vont émerger au travers de tout ça. Et donc on va faire vraiment une soirée, une rencontre autour de ça dès que vous pourrez. Et on évoquera donc l'ouvrage sur les jeunes auteurs russes. Oui, les enragés. Les enragés, de la jeune littérature russe. Tous fans de Sémionov. Oui, qui m'ont convaincu, qui nous ont convaincus. Et on en a eu jusque notre séjour à Moscou, on les a vus sur l'estrade. Et c'était... Je pense que ce sont des addicts de Sémionov. Enfin, oui, c'est parmi beaucoup d'autres, et des générations d'adeptes. Mais ce ne sont pas les contemporains de Sémionov qui nous ont convaincus, ce sont les jeunes gens. Oui. Ouais. Donc... C'est qui les enragés? Oui. Eh bien, tu n'as pas été attentif, on les a cités. On en reparle, tu viendras à la prochaine, à la prochaine rencontre. Chargounov. Non, Limonov est un Nasbol. Alors, c'est l'origine, hein, quand même, des enragés, c'est l'origine. C'est-à-dire, Limonov a eu le mérite en plein désespoir. Beaucoup de côtés très sombres. Oui, mais c'est l'histoire de l'Union soviétique, de la Russie contemporaine. C'est son côté Dostoïevski. Non, mais Sémionov, Limonov a écrit dans des journaux qui sont très contestables, comme vous savez, mais il a aussi eu le mérite et ce que Sémionov avait très bien compris, de réunir, de donner leur chance à des jeunes gens avec son mouvement Nasbol, des bolcheviks, les nationalistes. Voilà. On peut en penser tout ce qu'on veut, mais c'est un moment de la vie littéraire russe aussi. Eh bien, on en parlera donc en même temps que de Pétula Schwartz. Donc, il me reste, sauf... donc, personne ne se manifeste, donc il me reste à vous remercier encore une fois. Encore bravo.